Bonjour à tous. Bonjour à tous. Jean-Baptiste Marceau, directeur administratif de la Fédération française de boxe. Merci à tous d'être présents au rendez-vous de ce webinaire, de ces assises du MMA pour la présentation des axes de structuration et de développement du MMA par la Fédération française de boxe. Vous êtes nombreux à nous rejoindre à cette heure tardive de fin de semaine. Merci à vous d'assister à cette présentation. Je pense qu'on va avoir quelques arrivées d'ici peu. Actuellement, 150 participants au webinaire. On en attend à peu près le double. On va commencer tout doucement en attendant les prochains auditeurs. Sachez que la présentation durera environ 1 heure et sera effectuée par 3 intervenants et notre chargé de communication à la Fédération française de boxe, Jérémy White, qui fera office de modérateur pendant ce webinaire, qui pourra éventuellement répondre à vos sollicitations et questions que vous pourrez poser à la droite de votre écran. Vous avez un petit onglet sur les questions que vous pouvez poser qui seront posées en privé, donc à destination du responsable communication, et qui pourront être évoquées à la fin de chaque thématique pour les questions qui concernent les thématiques concernées, et pour des questions un peu plus globales, on aura un temps d'échange de questions-réponses en fin de webinaire pour pouvoir répondre au maximum de sollicitations. Donc la présentation sera effectuée par Lionel Brézéfin, qui est cadre technique national à la Fédération française de boxe, en charge du dossier MMA et du développement de la discipline au sein de la Fédération française de boxe. Moi-même, Jean-Baptiste Marceau, directeur administratif à la Fédération française de boxe, et Johnny Frachet, qui interviendra également sur les questions spécifiques à la technique, en tant que référent technique sur le dossier de la structuration et du développement de la discipline. N'hésitez pas à nouveau à interagir, l'idée étant de pouvoir répondre au maximum de sollicitations et éclaircir les questions que vous avez en suspens actuellement. Alors, dans un premier temps, pourquoi ce webinaire pour introduire un petit peu cette présentation, forcément dû à la période exceptionnelle qu'on vit actuellement. On en profite, et au nom de l'ensemble de la Fédération française de boxe, pour souhaiter à toutes et à tous une excellente santé dans ces moments particuliers, et avoir une petite pensée pour le personnel médical et l'ensemble des personnels qui travaillent au quotidien pour la situation la plus normale qu'elle soit. Également un webinaire qui nous a permis de favoriser et d'éluder une problématique de proximité. C'est vrai que la Fédération française de boxe avait, dans un premier temps, opté pour des assises en présentiel physique, ce qui limitait effectivement le nombre d'auditeurs, mais également qui ne solutionnait pas le problème géographique. L'idée de ce webinaire et l'avantage de ce webinaire est qu'on puisse s'adresser à un maximum de personnes intéressées par ces questions, et qu'on puisse parler à tous, sachant que la présentation qu'on effectue actuellement sera disponible dans vos boîtes mail, notamment dès demain, et également sur l'ensemble des réseaux de la FMMAF dans les prochains jours. Donc ne vous inquiétez pas, les documents seront à dispo, et la présentation sera disponible à tout à chacun. Et enfin, vous le verrez au regard de la présentation que nous effectuerons aujourd'hui, ce webinaire rentre pleinement dans la politique de digitalisation que la Fédération souhaite mettre en place en ce qui concerne la discipline. On souhaite évidemment moderniser et digitaliser un maximum d'outils en ce qui concerne le développement de la discipline. Sinon, ce qu'on voulait aussi, donc je me présente, Lionel Brézéfin. L'idée du webinaire, c'était aussi de pouvoir avoir une représentation comme ça à travers toute la France. Donc, pour l'instant, par rapport au nombre d'inscrits, vous êtes un petit peu plus de 300 à vous être inscrits sur l'événement.
On a un maillage territorial qui est assez intéressant puisqu'on n'a pas exclusivement la région parisienne, mais aussi d'autres intervenants de toutes les régions. Au niveau des profils, c'est la même chose, c'est le diagramme, le camembert que vous voyez, où on a majoritairement des entraîneurs, mais aussi des pratiquants, des organisateurs et des intervenants sur le médical ou même sur l'arbitrage. En ce qui concerne les axes de développement identifiés par la Fédération française de boxe au regard de la délégation transmise par le ministère des Sports le 31 janvier dernier, ce sont des axes de développement assez classiques en ce qui concerne une fédération d'une discipline à part entière, et en ce qui concerne le fait de fédérer une discipline, dans un premier temps, évidemment développer la pratique sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des acteurs, développer la pratique pour tous, à la fois les jeunes, à la fois en termes de genre, en termes de pratique compétitive, mais également loisirs, vous le verrez a posteriori, et encore une fois à destination de tous les publics. C'est une des priorités également de la fédération en ce qui concerne le développement de la discipline, mettre l'accent sur la féminisation. On sait que c'est un sport très complet qui va pouvoir également être accessible, bien entendu, à la pratique féminine. En termes de représentation, l'idée étant de pouvoir augmenter et hausser le niveau par la masse. Encore une fois, c'est une volonté de la fédération de ne pas se focaliser uniquement sur le haut niveau, mais justement de permettre à l'ensemble des pratiques proposées par la fédération de pouvoir ressortir les meilleurs représentants de cette discipline au fur et à mesure de l'avancée du projet. Bien entendu, pour obtenir cet environnement et cette masse de pratiquants, il nous faudra mettre en place des modules de formation à destination de tout public. On vous l'expliquera un peu plus en détail au fur et à mesure de la présentation, mais bien entendu, les formations à destination des encadrants, à destination des dirigeants, des officiels, voire même des bénévoles, sont prises en compte par la fédération et bien entendu est un axe fort de la fédération pour le développement de la discipline. L'idée de partage est également importante en termes de partage de valeurs, mais également au niveau de tout type de public. Et l'accent souhaité par la fédération va être également mis sur à la fois la pratique scolaire dans les établissements primaires et secondaires, mais également au sein de la pratique universitaire, ce qui nous paraît primordial pour augmenter l'essor du MMA dans les prochains mois, dans les prochaines années. L'idée également est de coller au maximum aux problématiques actuelles et de coller au maximum à l'environnement et au mouvement sportif actuel en proposant une offre de services complètement dédiée à la communauté MMA. On en parlera également lors de cette présentation. D'un point de vue sportif et compétitif, mais pas que, pas uniquement basé sur l'aspect compétitif, mais également sur l'ensemble, encore une fois, de la communauté MMA. L'idée, l'objet également de la délégation transmise à la Fédération française de boxe est d'accompagner les structures qui seront affiliées au sein de la fédération et qui proposeront la pratique du MMA et de pouvoir répondre au mieux aux attentes du terrain. Et c'est aussi l'objet de ce type de rendez-vous, de pouvoir échanger sur les attentes et les besoins identifiés par les différentes structures au niveau local, notamment. Un point important, et autant que les autres, vous me direz, un point important, effectivement, on souhaite bien évidemment mettre l'accent sur la sécurité de la pratique, encore une fois, pas uniquement dans le secteur compétitif, mais sous toutes les formes de pratique, bien entendu en adéquation avec le type de pratique, l'âge et le niveau de chacun, qui sera effectivement également développé dans cette présentation.
Et enfin, le fait de pouvoir vraiment profiter de cette communauté pour diffuser et communiquer sur un maximum d'informations et sensibiliser au mieux l'ensemble des acteurs et représentants du MMA. Voilà un petit peu l'écosystème et les axes de développement identifiés par la Fédération française de boxe qui seront largement expliqués lors de cette présentation. Bien entendu, présentation non exhaustive, mais encore une fois, qui vous permettront de comprendre un petit peu le cadre et l'environnement que la FF Box souhaite donner au MMA dans les prochains mois, voire les prochaines années. Sinon, pour vous dire qu'on reçoit beaucoup de questions sur l'espace chat, on va vous expliquer de quelle manière on va présenter les différents thèmes. Suite à cette introduction, on va commencer déjà par les formations. Donc, on va présenter les formations pendant quelques minutes et on pourra s'accorder un temps d'échange en questions-réponses où là, vous pourrez poser, on va dire, toutes les questions en rapport avec les formations. Le deuxième temps va concerner la validation du système technique et la qualification technique avec ce qui sera mis en place au niveau des grades. Et ensuite, on s'accordera de la même manière un temps d'échange avec questions-réponses. On va faire la même chose avec les compétitions. Durant les compétitions, on pourra aussi aborder les règles techniques et les codes sportifs. Donc, Ahmed Korchi, qui est notre référent sur la partie arbitrage, pourra lui aussi probablement intervenir si des points plus précis sont à évoquer. On terminera avec une dernière partie qui concerne les ateliers. Donc, on va vous expliquer tout au long de cette présentation ce qu'on entend par le principe des ateliers et des groupes de travail. Et pour terminer, on aura un temps d'échange global au cas où certains points n'auraient pas non plus été abordés. Voilà. En ce qui concerne la structuration du MMA en France, on est parti sur une conception fédérale qui soit en accord avec le paysage français, notamment au niveau des intervenants. On sait que le MMA existe en France depuis un certain nombre d'années, donc on sait qu'on a des ressources qui sont déjà en exercice. L'intérêt de la structuration n'est pas de créer ou de monter une structuration suivant une méthode classique ou traditionnelle, mais d'avoir une constitution de la fédération qui soit en accord aussi avec la spécificité du paysage français. La politique choisie, à savoir de proposer un appel à manifestation d'intérêt, comme ça a été fait pour l'octroi du MMA, témoigne bien aussi du fait que c'est quelque chose qui est totalement inédit et complètement nouveau. Donc, en repartant des exigences du terrain et de la connaissance aussi du terrain, on a besoin, pour que cette structuration soit efficace, d'avoir la collaboration de tous ces éléments, toutes les briques que vous voyez, à savoir les acteurs qui sont déjà présents, les porteurs de projets aussi. On retrouve beaucoup de projets sur le MMA autour de la féminisation, autour de l'insertion, du handicap ou même du sport enfant. Donc, il faut que ces projets continuent de vivre et même puissent se développer. On aura besoin aussi des clubs, des régions, le dispositif des grades sur lequel on pourra faire les évaluations techniques qui nous permettront de proposer un dispositif compétitif qui soit pas déséquilibré, qui soit conforme. Et on va s'appuyer, on le verra, sur une grosse stratégie digitale, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils connectés, un petit peu à la manière de ce webinar qui nous permet de discuter tous ensemble et dans le même temps en fait. Autour de ça, l'objet commun de ces différents éléments, ce qui fait le lien entre justement le digital, la formation, la compétition, les clubs, les régions, les projets, eh bien c'est la licence. Donc la licence, elle ne se résumera pas au fait de payer une cotisation en début d'année, et on va rattacher en fait tout un tas de choses à cette licence. Donc dans un premier temps, un accès au catalogue. Ce qu'on appelle le catalogue, ce sera un catalogue de formation fédérale. Donc ça peut contenir les diplômes, les certifications, et on verra aussi une politique qui sera mise en place, qui est la politique de labellisation, dans le sens où si un encadrant ou un éducateur passe des modules complémentaires, des modules qui sont complémentaires au diplôme proposé, eh bien, à l'issue de ça, il pourra proposer un label, il sera dépositaire d'un label pour son club. Donc, par exemple, quelqu'un qui va faire des modules complémentaires sur l'enseignement pour les enfants pourra, à l'issue d'un parcours de formation, disposer du label enfant. Ce qui fait que dans le référencement des clubs
au sein du site de MMA. Quelqu'un qui chercherait un club spécifique pour les enfants, par exemple, sait qu'à cet endroit-là, il y a un éducateur spécialisé et qui a subi une formation aussi qui lui permet de bien accompagner et bien gérer le développement du sport chez les enfants. La licence, elle permettra aussi de faire les passages de grade, participer aux compétitions, comme traditionnellement, mais aussi participer à des stages ou des choses comme ça. Elle permettra aussi le référencement des structures et la création d'une communauté. L'idée, c'est aussi de créer une communauté du MMA, une communauté forte, qui soit facilement identifiable. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le référencement des pratiquants. Et on proposera aussi des avantages partenaires, comme des réductions, soit avec des équipementiers, soit sur certains événements. L'idée, elle est simple, c'est aussi de pouvoir ramener les structures privées, pouvoir les inciter à se rapprocher du monde fédéral et expliquer que finalement, le licencié, il peut disposer de ça, qu'il soit dans une structure associative ou dans une structure privée. Donc ça, c'est pareil, ça correspond aussi à la mutation du sport qu'on observe avec l'émergence des structures privées, mais c'est pas pour autant que la structure privée est décorrélée du monde fédéral. Au niveau du calendrier et des échéances, actuellement, on était quand même assez silencieux, donc on le reconnaît, on nous a reproché un petit peu un manque de communication, on en est conscient, on en est aussi désolé, mais la tâche était complexe et il y avait quand même beaucoup de choses à faire, donc on est très content de pouvoir participer et proposer ce webinaire pour vous proposer tout ce qui a été fait durant ces longs mois de silence. Les documents seront envoyés le 8 mai pour l'Assemblée générale de la FFBox. À partir de mai, on espère pouvoir proposer les premières formations. On vous expliquera un petit peu plus tard que les formations sont découpées en 2 niveaux. Il y a une partie théorique et une partie pratique. Et justement, la partie théorique pourra être réalisée à distance, mais ça sera expliqué un petit peu plus tard. L'organisation des premiers passages de grade pourrait se faire à partir du mois de juin ou décembre. Et on espère aussi pouvoir proposer affiliation et prise de licence à partir de septembre. Bien sûr, tout ce qui concerne les rassemblements, puisque les rassemblements physiques seront proposés pour justement tout ce qui est passage de grade et validation de la pédagogie, c'est lié aux procédures de déconfinement. C'est-à-dire que si, après le 11 mai, comme ça a été évoqué, les rassemblements publics ne sont pas autorisés, effectivement, cela va interférer avec ce calendrier des échéances à venir. Le premier point qu'on va aborder, c'est les formations, donc avec une présentation de dispositifs de formation. Comme on l'a expliqué, on évalue la répartition des publics à former. On sait qu'on a une grosse partie d'éducateurs sportifs qui sont déjà diplômés dans d'autres disciplines, que ce soit en lutte, en sport de contact, en karaté ou autres sports d'opposition comme ça. On sait aussi qu'on a un public qui est qualifié mais non diplômé. Donc ce sont des gens qui exercent mais sans pour autant avoir eu le temps ou la possibilité de passer des diplômes fédéraux et ou diplômes d'État. Et on sait qu'on a une petite partie de publics non qualifiés, non diplômés, ce qu'on désignera comme les néo-pratiquants. L'intérêt de la structuration et l'intérêt de ce qu'on veut faire, c'est aussi de pouvoir normaliser un petit peu la pratique du MMA en permettant à tous les acteurs du MMA de pouvoir rentrer dans le giron fédéral et sportif d'une manière qui soit aussi bien rapide que sécurisée. Donc, le dispositif de formation, comme il est stipulé, il va évoluer en fonction de la demande et des besoins de formation. Ça, on sait que le schéma qui est présenté là, c'est le schéma qu'on a aujourd'hui. Mais l'année prochaine, les choses vont changer et on sait que ce schéma, il sera amené à se développer et à évoluer. Donc, le premier lot de formation va concerner les équivalences et la spécialisation. Ensuite, de la qualification sur le public expérimenté. Et ensuite, en dernier, c'est ce qu'on voit, c'est la formation du public novice dans l'encadrement. L'intérêt, là, c'est de valider les acquis des gens qui sont déjà sur le terrain et de sorte à ce qu'ils puissent rapidement être diplômés pour pouvoir commencer à encadrer l'activité. L'architecture, elle est à 3 niveaux. Elle se passe au début sur un noyau qui est un noyau théorique avec des contenus théoriques qui seront proposés sur une plateforme de e-learning, donc une plateforme avec des contenus à distance. Donc, il sera possible de se connecter
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à cette plateforme, de pouvoir comme ça apprendre, prendre connaissance des contenus des contenus pédagogiques qui seront proposés. Au-delà de ça, il y a le grade qui lui va valider la compétence technique. Et ensuite, il y a la pédagogie qui va valider l'épreuve de pédagogie, validera si justement l'éducateur sportif ou le moniteur arrive à enseigner comment passer la technique requise. Ce qui concerne le grade et la pédagogie, ce sera réalisé en présentiel et la partie théorique, le noyau, lui, pourra être réalisé à distance. L'avantage du e-learning, c'est qu'on va pouvoir proposer tous ces contenus de formation théorique, mais aussi bien pour les diplômes fédéraux, mais on procédera de la même manière pour la qualification des officiels. Tous les contenus théoriques seront eux aussi déposés en ligne, et aussi, comme on l'avait dit, pour des contenus spécifiques pour la labellisation, et aussi potentiellement pour toute la corrélation avec la Fédération internationale IMAF, où des contenus IMAF pourraient eux aussi éventuellement être proposés sur cette plateforme. Pareil, la notion de recyclage. Donc, il sera possible de faire un recyclage pour les enseignants, c'est-à-dire que l'acquisition d'un diplôme à une année donnée n'exclut pas le fait de pouvoir, un peu plus tard, pour toujours améliorer sa pratique, procéder à un recyclage des connaissances. La plateforme choisie, c'est une plateforme qui s'appelle AppleLearn. C'est une plateforme qui est exclusivement dédiée à ce type d'opération, et c'est elle qui permettra de dispenser les contenus. Ensuite, on espère consolider toute la base pédagogique pour avoir un document de référence, puisque en effet, s'il s'agit d'évaluer sur la technique, il va falloir qu'on ait quand même un référentiel technique quelque part et un référentiel pédagogique. Aujourd'hui, le MMA ne dispose pas de référentiel pédagogique unifié. Donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir, à l'issue des ateliers et des groupes de travail, ce qui sera présenté un petit peu plus tard, de pouvoir constituer cette base pédagogique. Voilà, donc là, on a fini la première partie sur les présentations. Si toutefois, Johnny, tu avais des éléments à rajouter? Non, c'était très clair. En tout cas, effectivement, la plateforme online qui va permettre vraiment une accessibilité de ces formations et aussi une communication des différents acteurs, de tous les pratiquants et des clubs sur tout le territoire. Donc, c'est vraiment un avantage sur cette partie. Et voilà, c'était plus sur ce point-là que je voulais insister. Donc, merci à tous. Merci Lionel pour cette présentation sur la thématique des formations. On reçoit beaucoup de questions et on vous en remercie. Ça montre l'engouement qu'il peut y avoir autour de la discipline. Encore une fois, on va aborder quatre thématiques bien distinctes lors de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en lien avec la thématique dans un premier temps, sachant qu'on aura encore une fois un temps d'échange et de questions-réponses un peu plus générales en fin de webinaire. Donc, on va pouvoir répondre à quelques questions posées sur les formations. J'en avais une, Lionel, peut-être. Est-ce qu'il va y avoir des modules d'enseignement sur les publics complexes, handicap, troubles du comportement, etc. Question posée par Gérald Barquero. Donc ça fait effectivement partie des points qui seront à développer. Il y a une vraie volonté là-dessus, de sorte à ce que justement on puisse aussi proposer des contenus. Donc ce serait plus des contenus complémentaires qui viendraient s'ajouter aux contenus généraux qu'on retrouve sur le DF1, donc le diplôme fédéral premier degré, et le DF2. Donc il sera possible de faire un complément de formation avec ces publics spécialisés. Oui. Merci Lionel. On avait également une question de Loïc Pora sur le fait, est-ce que la fédération propose d'élaborer un passeport sportif et sera-t-il électronique? Donc dans ce sens, effectivement, on le verra, on l'a vu un petit peu avec la licence, mais l'objectif est que le futur licencié puisse avoir un propre espace online licencié sur lequel, effectivement, il pourra avoir l'ensemble des informations qui le concernent et de ces données à la fois au niveau du palmarès, à la fois au niveau des passages des formations, des passages de grade, etc. etc. Quant à l'élaboration d'un passeport sportif version papier, elle n'est pas évoquée à ce jour et elle sera très certainement évoquée dans les différents sujets à partir de la rentrée sportive.
Je vois des questions aussi à propos des gens qui sont déjà titulaires de diplômes d'État ou même issus d'une autre filière, telle que la filière universitaire, filière STAPS. Par rapport au contenu proposé, il y aura des allègements, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà titulaires d'un diplôme d'État ou d'une autre formation ne repasseront pas ce qu'on appelle le socle de formation. Mais par contre, ce qui sera à passer tout de même lors des diplômes premier degré et second degré, c'est les spécificités du MMA. Donc en fait, il y aura quand même une partie spécifique MMA à passer pour compléter l'enseignement. En fait, on est sur 21 unités de compétences évaluées sur le premier degré, et avec les allègements, si vous êtes titulaire d'un autre diplôme d'État ou d'un autre diplôme fédéral, on a un allègement sur la moitié des unités. Merci Lionel. On va prendre quelques questions encore. On avait également une question d'Assen Iclef. Ces formations en e-learning seront-elles payantes? Donc oui, une offre sera proposée à ceux souhaitant se former. L'offre n'est pas encore finalisée. Elle sera finalisée dans les prochaines semaines et communiquée sur le site publié la semaine dernière. Mais effectivement, ces formations seront payantes pour ceux qui souhaitent y accéder. Je vois des questions aussi par rapport notamment au public. Je vois deux questions. La première question, c'est sur les équivalences pour les diplômes. Donc les diplômes EMAF bénéficient eux aussi d'une équivalence. Les diplômes proposés par la CFMMA jusque-là bénéficieront aussi d'une équivalence, et ça sera considéré comme des éléments du socle. Ce qu'on aimerait, c'est que les gens viennent quand même en formation FFB pour connaître aussi la tonalité du MMA selon la fédération, et rappeler aussi que la fédération, sa fonction, c'est quand même de rassembler et de fédérer, et ce serait l'intérêt, c'est aussi que tout le monde puisse repasser par ce giron de formation. C'est pour ça que choisir les formations avec comme ça ce dispositif à distance, c'est aussi pour faciliter le dispositif. Voilà. Concernant les publics loisirs, le diplôme premier degré est considéré comme un diplôme de ce qu'on appelait assistant. Donc c'est quelqu'un qui peut suppléer l'entraîneur principal ou le moniteur. Donc celui-ci, ça c'est un diplôme qui n'est pas destiné à l'encadrement de la pratique compétitive, contrairement au diplôme second degré qui sera nécessaire pour s'affilier et qui lui permet d'encadrer jusqu'en compétition fédérale. Donc on reçoit énormément de questions. Malheureusement, on va pas pouvoir répondre à toutes. Ça continue à venir, c'est bon signe. Sachez en tout cas qu'on est encore une fois dans une forme de présentation. On ne pourra malheureusement pas rester éternellement sur cette plateforme. Mais une fois que les éléments seront figés et seront validés, l'ensemble des informations administratives, tarifaires et autres seront disponibles, bien entendu, sur nos supports de communication. Peut-être prendre une ou deux autres questions. Alors, la possibilité, c'est vrai qu'il y a cette question qui revient assez souvent, Lionel. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'accéder à des diplômes d'État? Alors la question a été évoquée, c'est l'ambition de la fédération, bien entendu, de sorte à pouvoir permettre l'enseignement contre rémunération. Il reste encore à déterminer la forme, à savoir si on choisit de rester sur un BPGEPS, un brevet professionnel, ou si on choisit de s'orienter vers un CQP. Toutefois, la question a été posée, puisque là, par exemple, pour la structuration du MMA, le comité de suivi, il y a un comité de suivi nommé par le ministère qui nous aide à avancer aussi dans ce projet de structuration, et c'est une des questions qui a été remontée lors du comité de suivi. Donc oui, c'est pensé. J'ai vu aussi des questions sur les équivalences. Les équivalences ne sont pas à payer. En fait, l'équivalence permet un allègement, c'est-à-dire que ça permet un allègement des unités de formation pour quelqu'un qui aurait déjà un autre diplôme. Maintenant, étant établi que le MMA n'existe pas dans les autres diplômes d'État proposés, même un diplôme d'État, par exemple, en pied-point, ne donnera pas une équivalence sur un diplôme fédéral en MMA, en fait. Il faudra quand même passer les unités spécifiques. Et peut-être une dernière question avant de passer à la thématique suivante, qui revient également assez régulièrement. Les formations pratiques se feront-elles au niveau national ou régional? Donc effectivement, Lionel a détaillé le dispositif sur les formations théoriques, sur les blocs théoriques. Les formations pratiques se feront, dans un premier temps, seront
assez réduite, mais dès la rentrée sportive, donc dès septembre 2020, pardon, on envisage effectivement de régionaliser les blocs pratiques pour qu'un maximum de stagiaires puissent y avoir accès. Merci encore une fois à tous. On passe à la prochaine thématique. On a déjà eu des questions sur le sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à poser uniquement des questions sur le sujet et on se fera un plaisir d'y répondre pendant les 5-10 minutes d'échange à la fin de cette thématique. La deuxième partie concerne les grades techniques, le système d'évaluation des acquis techniques. Il s'agit d'un dispositif progressif et adapté, donc en fonction du niveau de pratique et de l'âge du public considéré. Il contiendra les 3 dimensions du combat, ainsi que les frappes au sol. Le système proposé s'appuie sur les grades existants mis en place par l'IMAF et déjà utilisés, mais aussi sur le DLTA, le développement à long terme de l'athlète, de sorte à pouvoir proposer des contenus techniques qui sont en corrélation avec l'âge de développement du pratiquant. Donc il y a 7 niveaux, donc on part d'un grade blanc pour arriver jusqu'à un grade noir qui serait un grade expert. Johnny, si tu souhaites intervenir. Alors effectivement, pour établir les exigences pour chaque grade, hein, c'est assez complexe pour le MMA étant donné toutes les zones à couvrir. Maintenant, on a essayé de regrouper. On ne peut pas imposer un style particulier pour effectuer. Mais on a établi des critères généraux pour pouvoir évaluer la maîtrise de ces techniques et aussi la maîtrise pédagogique, c'est-à-dire comment le pratiquant ou la personne qui se présente enseigne ces techniques aux différents publics. Donc là, c'est ce qu'on appelle le DLTA, le développement à long terme, et c'est ce qui nous permet aussi de déterminer où placer telle et telle technique, et ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer une complexification où on voit que finalement, la partie destinée à la compétition arrive en fin de progression. Ça, c'est sur la qualification. Sinon, concernant les grades, des passages de grades pourront être organisés en partie en structure et en partie dans des éléments qui sont les éléments régionaux. Donc ça, c'est possible, c'est évalué. Un grade minimum requis est attendu pour passer le DF1. Donc, c'est-à-dire que pour arriver jusqu'au DF1, il faudra avoir qualifié au moins le grade vert, et les 2 autres grades suivants permettront de qualifier le DF2. Par rapport à ça, on fait une distinction entre les pratiquants expérimentés et les néo-pratiquants, comme on l'avait déjà spécifié. Pour les gens qui encadrent déjà et qui exercent déjà et qui pratiquent déjà, on propose dans un premier temps, donc c'est pas un dispositif qui restera avec le temps, c'est un dispositif qui permet aussi de pouvoir procéder à une qualification qui soit rapide et, comme on l'a dit, sécurisée et en rapport avec l'environnement du MMA en France aujourd'hui. Pour les pratiquants qui sont expérimentés, la base de pratiquants qu'on a qui font du MMA, mais sous couvert d'autres activités sportives, en fait, la formation théorique, elle sera là, et ensuite, le passage de grade et l'évaluation pédagogique se fera en simultané. À la différence des nouveaux pratiquants, qui eux passeront en 3 temps, c'est-à-dire une formation théorique, un passage de grade technique, et à la fin, une évaluation pédagogique. Ce qu'on entend par passage de grade et évaluation pédagogique simultanée, c'est que l'épreuve de pédagogie proposera, par exemple, comme thème, comment réaliser une technique sur un public jeune. Et en fait, la connaissance de l'exécution technique validera, puisque je connais cette technique, je sais l'exécuter, je sais comment expliquer à quelqu'un comment l'exécuter. À ce moment-là, c'est là qu'on fera une validation technique. Ça serait comme une sorte de validation des acquis. Par contre, par la suite, une fois qu'on aura notre base de pratiquants expérimentés qui aura pu être diplômés de sorte à pouvoir exercer pour les saisons à venir, par contre, effectivement, il faudra valider son grade et ensuite valider la PEDA, en fait. Johnny ?
Oui, effectivement. Donc, cette première partie va permettre de s'adapter au paysage et à la composition donc, des acteurs du MMA en France, qui sont, la plupart ont déjà, en fait, une grande partie ont déjà une expérience dans le MMA et dans ses différentes déclinaisons. Donc, en combinant la pédagogie et la technique, on va pouvoir faciliter l'accès à ces personnes qui étaient déjà qui entraînaient déjà dans différentes disciplines et valider de cette manière leur expérience, tout en l'adaptant aux exigences du MMA, car ces règles et ces exigences sont assez différentes. Donc, il va quand même y avoir une adaptation aux exigences fédérales. Donc là, on va répondre à quelques questions qu'on pourrait trouver sur le chat. Donc, je vois, par exemple… oui, vas-y, j'en prie. Je vois qui va juger. En fait, on le verra dans les ateliers, c'est-à-dire qu'à l'issue du webinaire, il sera possible de déposer une candidature. Et cette candidature permettra de vous identifier comme étant un acteur du MMA sur le territoire national. À la suite de ça, on va quand même contacter une grande partie des acteurs, de sorte à pouvoir faire partie des équipes de structuration. Et parmi les gens qui déposeront leur candidature, il y aura des évaluateurs. Donc là, on est en train de finaliser justement à la fois les dispositifs d'évaluation pour la validation des acquis techniques et en même temps la validation de la pédagogie, mais on est aussi en train de déterminer, de finaliser le processus de sélection des évaluateurs. J'ai une autre question sur quels coachs seront habilités à donner des grades, si oui, jusqu'à quel niveau? Donc effectivement, après la présentation du dispositif de formation envisagé par la fédération, on a deux niveaux de diplômes fédéraux, le DF1 et le DF2. L'idée étant, et comme l'a souligné Lionel tout à l'heure, à partir jusqu'à un certain niveau de grade, le grade pourra être évalué en club. Et à partir d'un certain niveau de grade, il sera évalué au niveau régional. En ce qui concerne le niveau de diplôme attendu pour l'encadrant, pour transmettre et évaluer le grade, est-ce qu'il est déjà déterminé, messieurs? Non, pas encore. Pas encore, donc c'est très certainement une question qui interviendra lors des ateliers de travail dans les prochaines semaines. Là, ce qu'on voudrait rappeler aussi, c'est que la proposition qui est faite là, de toute manière, sera… la fédération ne va pas mettre en place un dispositif sans recueillir l'opinion et l'avis des gens qui vont épouser ce dispositif. Ça veut dire que là, ce sont les grandes lignes du projet de structuration. Le fait de pouvoir, à la suite du webinaire, proposer justement de recueillir des candidatures, ces candidatures, elles vont être centralisées. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est juste pour le préciser tout de suite. Ces candidatures, elles vont être centralisées et elles vont permettre de pouvoir monter ce qu'on appelle des groupes de travail. Il y a des questions qui sont des questions en suspens, et ces questions, elles seront proposées au groupe de travail. Donc, c'est-à-dire que la fédération ne va pas trancher seule sur ce genre de points. Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des remontées de terrain, c'est de bénéficier de l'expertise et des connaissances de chacun pour pouvoir trouver la chose qui soit la plus adaptée et la plus en accord aussi avec la pratique. Donc là, en fait, il s'agit d'une présentation et des grandes lignes, et ensuite, certains points, de nombreux points, seront comme ça soumis à la communauté de toute manière. On reçoit également beaucoup de questions sur l'organisation en région de la discipline. Effectivement, ça reste aujourd'hui encore assez vague au niveau des effectifs qu'on pourrait attendre, notamment sur une première année d'existence et de reconnaissance. Mais effectivement, l'idée étant à moyen terme d'épouser un petit peu le maillage territorial administratif. Donc, idéalement, de pouvoir compter 18 régions administratives, enfin 18 comités régionaux ou ligues régionales représentant les 18 régions administratives métropolitaines et ultramarines. Néanmoins, dans un premier temps, on va, et vous le verrez dans la suite de cette présentation, partir sur des zones interrégionales. Peut-être une dernière question, messieurs, si vous en avez identifié une qui ressort assez régulièrement.
Je vois une question, pourquoi aligner les différents niveaux de grade avec le haut niveau et non pas avec la connaissance sur le plan cognitif? Effectivement, le schéma proposé sur le DLTA peut induire cette idée. Le DLTA, il concerne aussi bien entendu, le haut niveau comme ça a été présenté là, mais la répartition des techniques proposées dans le référentiel, dans le référentiel technique et pédagogique s'appuie par contre sur les acquis sur le plan cognitif et sur la dextérité et la motricité par rapport aux différentes tranches d'âge. Donc effectivement, c'est le schéma choisi qui n'était peut-être pas le plus explicite. Et peut-être une dernière question qui est revenue 3 à 4 fois. Quelle distinction on peut faire entre pratiquants expérimentés et néo-pratiquants? Sachant, encore une fois, je pense que la logique a été est celle-ci, et encore une fois, elle fera office de réflexion lors des ateliers de travail pour définir véritablement la distinction entre les deux types de pratiquants. On va maintenant passer au troisième point de ce webinaire, la présentation du volet compétitif et des compétitions. Donc, concernant les compétitions, on propose de répartir les compétiteurs en 4 classes, 2 classes amateurs, une classe promotionnelle et une classe professionnelle. Au niveau des amateurs, la première classe est une classe introductive, donc la classe qu'on a désignée comme classe B. Sur cette classe B, il y aura le rash guard protection. On serait sur un temps de 2 fois 3 minutes. Pas de frappe au sol ou frappe au sol au corps. Ça, c'est pareil, ce sont des questions qui pourront être abordées lors des différents ateliers. Pas d'utilisation de coude et on est sur une pratique qui n'est pas une pratique rémunérée, puisque ça reste une pratique amateur. L'autre classe amateur serait la classe A. Donc, on retrouve rash guard et protection, les mêmes temps. On retrouve les frappes au sol, pas d'utilisation de coude et non rémunéré. Le niveau amateur classe A correspond aux attendus de la Fédération internationale IMAF et on évoluerait dans un système similaire à celui d'IMAF, ce qui nous permet de faire la passerelle avec les compétitions internationales comme les Open d'Europe ou Championnats du monde IMAF. Ensuite, on crée un niveau qui serait le niveau promotionnel, qui s'adresserait aux gens qui ont déjà des acquis, qui ne souhaitent plus évoluer justement en classe amateur, mais qui n'évolueront pas non plus en classe professionnelle. Donc là, on pense à des gens qui font 5 ou 6 combats dans l'année et qui ne souhaitent pas avoir et acquérir un statut professionnel, puisqu'on va expliquer un peu plus tard que le statut professionnel sera soumis à certaines conditions. Donc là, pour le promotionnel, on retrouve frappe au sol, pas de coude. Le suivi médical est exactement le même que sur le pro. Le certificat d'aptitude qui va être présenté juste après sera lui aussi proposé. Et on est toujours dans un système qui serait non rémunéré. Et la dernière classe proposée, ce serait la classe professionnelle. Et c'est uniquement avec cette classe-là qu'on retrouverait les percussions avec coude et un certificat d'aptitude aussi et un numéro de SIRET qui soit obligatoire. C'est-à-dire que le statut pro, on entend par statut pro la considération du combattant comme on l'entend dans le sport professionnel, à savoir un joueur de football professionnel ou un joueur de basket ou alors un handballeur en fait. Le statut pro, lui, il doit être corrélé au SIRET, de sorte à ce que le combattant qui est rémunéré puisse déclarer ses revenus, bénéficier d'une protection sociale, etc. C'est un vrai statut à part entière. On pense que le statut pro ne va pas concerner finalement tant d'acteurs que ça. Aujourd'hui, le sport professionnel en France, c'est 7000 pratiquants, toutes fédérations confondues. Donc, on pense que le MMA n'échappera pas à ça. C'est vraiment réservé à des gens qui évoluent à très très haut niveau et pour lesquels cette activité est leur activité principale. Johnny, si tu souhaites intervenir. Cette aussi pour les combattants a été mis aussi en place surtout pour les combattants pour assurer un parcours compétitif cohérent et sécuritaire. Effectivement, maintenant, en fonction des exigences de chacun et des pratiquants, ils pourront s'orienter et avoir des objectifs soit amateurs, promotionnels ou enfin promotionnels si leur résultat le permet et si aussi leur vie et leur organisation
en dehors de l'entraînement, en dehors de la pratique, le permet. Ce qui va pouvoir, encore une fois, assurer la sécurité et aussi les performances et la durée de pratique aussi du pratiquant, quoi. Donc, cette organisation compétitive est vraiment importante. Le code sportif et le règlement, en fait, il est pareil. Il y aura un code sportif par classe proposée. Actuellement, c'est Ahmed Korchi qui est aussi en charge de l'évaluation de ce code. Donc, je l'ai invité à nous rejoindre. J'attends qu'il arrive. On parlait du statut pro. Donc, le statut pro sera soumis à le statut pro sera soumis à un examen de capacité professionnelle. Donc cet examen, il est en 3 volets. En premier lieu, l'aptitude médicale. Donc il y a une évaluation médicale afin d'écarter toutes les pathologies ou traumatismes. On pense notamment aux commotions. Une commotion qui serait commotion non déclarée. Et, à ce moment-là, ce qui pourrait avoir des répercussions dramatiques pour l'intégrité du combattant. Il y aura aussi une validation technique avec une évaluation des prérequis défensifs minimum pour évoluer en sécurité en MMA. Et aussi un certificat, le certificat couvre l'aptitude professionnelle avec l'évaluation des connaissances sur l'environnement professionnel. Donc, ce qu'on entend par environnement professionnel, c'est déterminer justement ce statut, un statut juridique, un numéro de SIRET, avoir une connaissance aussi de l'environnement professionnel, de la rédaction de contrats, de toutes ces choses-là, en fait, des conditions d'exercice en qualité de professionnel. L'aptitude technique nous permet aussi de vérifier que le combattant qui souhaite évoluer justement en professionnel dispose des acquis suffisants et nécessaires pour évoluer en professionnel. On espère aussi que ça va éviter les transfuges d'une discipline à l'autre en se disant finalement on a évolué à très haut niveau dans une discipline, pourquoi pas faire du MMA en professionnel sur une grosse organisation. C'est possible dans la mesure où les prérequis défensifs minimum, eux, auront été évalués. Je vais passer la parole à Ahmed Korchi pour éventuellement nous apporter ses lumières sur le règlement sportif. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'intervention. Alors, le règlement sportif, il faut pas oublier que, comme tout règlement sportif, l'intérêt premier, c'est de préserver les athlètes. Donc, c'est d'abord la sécurité des athlètes. Donc, c'est pour ça qu'il a été réglementé d'une manière progressive, c'est-à-dire différentes classes amateurs, pour ensuite aller jusqu'aux professionnels s'il y a des athlètes qui envisagent d'avoir une carrière professionnelle. Donc, le règlement sportif, il a été établi, en fait, on a déjà vu avec Lionel, donc, qui est le CTN, on a déjà vu sur une évolution qui n'autorise pas d'abord les frappes au sol et ensuite progressivement frappe au sol au corps, frappe au sol au visage, etc. Jusqu'aux professionnels où on parle de règles de MMA unifiées. Donc les règles de MMA unifiées pour les coachs qui actuellement accompagnent des athlètes en combat à l'étranger. Vous connaissez, c'est les règles de l'UFC, c'est ce que tout le monde connaît, avec les coups de coude au sol, coups de genou à la tête, etc. Donc c'est les règles en gros de l'UFC. Donc en fait, la progression elle va être sécurisée donc par des arbitres qui seront formés par moi-même et donc voilà. Et même pour les arbitres, il y aura une évolution aussi des arbitres, une progression, c'est-à-dire que il y aura des paliers avant de pouvoir arbitrer des professionnels. Il y a des paliers quoi. Il faut déjà arbitrer en amateur un certain nombre de combats. Il y aura une formation d'arbitrage qui vous sera proposée justement parce que pour protéger les athlètes, il faut aussi des arbitres qui soient compétents et qui connaissent bien la discipline. Voilà. Si vous avez des questions sur le règlement, alors le règlement, il n'a pas encore été diffusé. Il s'agit des règlements de l'IMAF, plus ou moins. En gros, c'est le règlement de l'IMAF. Donc, pour tout ce qui est amateur, il n'y a pas de coup de genou à la tête, pas de clé de jambe en torsion, donc clé de talon qui peut bousiller justement les ligaments croisés, etc. Et donc, ça ralentit une carrière professionnelle, voire même ça peut abîmer la santé et faire arrêter la discipline. Un athlète, ça peut lui faire arrêter justement la pratique du MMA. Donc, en fait, c'est tout ce qui est amateur, ça sera quasiment copié-collé au règlement IMAF, donc le règlement international. Pas de genou à la tête, pas de coup de coude, pas de clé en torsion et pas de clé à la colonne vertébrale. Donc en gros, ça va être les règles unifiées sans ces règles-là, sans ces techniques, elles ne seront pas autorisées. Après, tout ce qui est professionnel, comme je l'ai dit juste avant, ça va être les règles du MMA unifié. Voilà, vous avez des questions sur le règlement? Alors je regarde
On reçoit beaucoup de questions, effectivement. D'accord. Sur le règlement à proprement parler, qu'est-ce que j'avais? Là, par exemple, les résultats des combats promotionnels feront-ils partie du record en pro du fait que la technicité ne soit pas la même, puisqu'on retrouve, il n'y aura pas d'usage des coudes en promotionnel, on ne peut pas assimiler le promotionnel et le professionnel. Il sera possible de réaliser un certain nombre de combats en promotionnel sur l'année, de sorte à ce qu'on n'ait pas non plus des compétiteurs qui restent éternellement en promotionnel. Donc, même si cette question, elle sera soulevée en atelier, et ce sera une concertation, on était parti sur la base de 5 ou 6 combats dans l'année. C'est-à-dire qu'un promotionnel ne pourra pas exécuter plus de 6 combats dans l'année, faute de quoi il faudrait qu'il choisisse et à ce moment-là qu'il décide de passer directement en professionnel. Si cette activité, effectivement, s'il a une activité de combat, une activité sportive qui est aussi importante, il faudra qu'il puisse changer de classe à ce moment-là. Concernant les prérequis défensifs minimum, j'ai vu des questions. Donc, en fait, comme Lionel l'a souligné, ça va être vraiment intéressant, important, puisque certains combattants en France n'ont pas combattu avec les frappes au sol et l'utilisation aussi de la zone de combat grillagée. Donc, on va pouvoir évaluer leur capacité de défense dans les situations spécifiques au MMA pour pouvoir évaluer et déterminer s'ils sont aptes ou pas, s'ils ont les prérequis défensifs ou pas, pour se sortir et assurer leur sécurité dans les différentes situations qu'ils peuvent rencontrer en professionnel. Voilà. Donc, ces prérequis sont vraiment pour assurer la sécurité des combattants qui font une passerelle entre le promotionnel et le professionnel. Voilà. Une question sur les catégories enfants en compétition. Effectivement, Ahmed pourra le confirmer, mais on va réutiliser effectivement le code sportif présent et utilisé à l'IMAF chez les juniors. Oui, alors pour tout ce qui est compétition enfant, déjà, il n'y a pas de frappe au visage, pas de recherche de KO, donc pas de frappe avec pleine puissance. Là, il s'agit vraiment de protéger les athlètes, non seulement pour leur intégrité physique, mais aussi pour l'image que ce que donne le MMA. Hein. Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que le MMA a été interdit en France depuis le début de la création de la discipline. Et donc, justement, ce qu'on va essayer au maximum, c'est de montrer qu'on peut développer cette discipline et accompagner un enfant jusqu'à une carrière, voire professionnelle plus tard, tout en le protégeant. Donc, avant tout, pas de frappe avec recherche de puissance, donc pas de recherche de KO, on va dire, entre guillemets. Pas de frappe au sol aussi pour les enfants. Les techniques de soumission seront très contrôlées, donc il n'y a pas de guillotine ou d'étranglement où on ne voit pas le visage de l'enfant ou pas de clé d'épaule ou de choses qui pourraient être dangereuses pour la croissance de l'enfant et son évolution. Donc tout ça, ça sera très structuré et très surveillé. Et les arbitres qu'on mettra en place pour arbitrer ça, c'est pareil. On n'attendra pas qu'un enfant va taper sur une soumission parce qu'un enfant, bon, il est pris dans l'émotion, etc. Donc un arbitre qui va arbitrer les enfants, justement, il devra être capable d'évaluer le danger que l'enfant est en train de subir à ce moment-là et de pouvoir anticiper un arrêt sans que l'enfant ait abandonné. C'est-à-dire il y a un côté éducatif pour les compétitions enfants. Concernant la structuration du programme technique, nous avons suivi ce qui se faisait à l'IMAF en le développant aussi. Et en anticipant d'un an la plupart des interdictions compétitives. Pourquoi? Parce qu'on on pourra en parler, on va en parler d'ailleurs dans les ateliers, mais un combattant qui arrive à une compétition où on autorise les clés de talon, s'il ne les a jamais pratiquées et que ça fait 3 mois par exemple qu'il a eu l'âge pour pouvoir participer à ces compétitions où il y a les clés de talon, il n'a eu que 3 mois pour s'adapter et apprendre ces clés, il peut être en danger. La même chose pour les frappes au sol, etc. Donc, il y aura un décalage de 1 an sur la pratique et l'entraînement, en tout cas sur les exigences techniques pour les grades et sur les exigences pédagogiques, des techniques qui seront ensuite autorisées 1 an après dans les compétitions pour assurer la maîtrise de ces exigences techniques et de ces situations. Donc, surtout pour les frappes au sol et les clés de talon. Si on voulait, on peut rester encore sur une ou deux questions sur la compétition. Oui, on avait une question qui revient souvent pour les combattants français qui vont combattre à l'étranger.
comment la Fédé va organiser cela. L'idée étant que le combattant puisse transmettre à la fédération une autorisation de sortie de territoire pour à la fois assurer un suivi au niveau médical et santé, mais également un suivi administratif pour que la fédération puisse reconnaître le combat à l'étranger et puisse notamment figurer dans le palmarès du combattant. Comment passe-t-on d'une classe à une autre, Lionel? Je sais que tu l'as évoqué dans ta présentation. Des critères sont mis en place et je pense que ça va prendre un peu de temps les critères sont basés sur la technique et l'expérience, donc en fonction aussi du nombre de combats et de victoires remportées. Donc il pourrait y avoir un passage par points pour valider le passage d'une classe à une autre, sachant qu'il ne sera pas possible de rebasculer, de revenir en arrière. C'est-à-dire que si on a évolué en promotionnel, on n'aura pas la possibilité de revenir en classe amateur. Et la même chose pour le professionnel, tout du moins pour l'instant. Là, pour l'instant, il y a aussi le fait que ce système est nouveau, il est pensé, mais il n'a pas été mis en place. Et je pense qu'on va aussi rencontrer différents cas de pratique qui nous amèneront à avoir une réflexion dessus. Comme l'a dit Ahmed, c'est un système qui évolue, qui est amené à évoluer. Et le but de son évolution, c'est qu'il réponde le plus possible au terrain, tout en étant bien conscient de la sauvegarde de l'intégrité physique des pratiquants, en fait. Donc, tout sera toujours pensé en ce sens. Concernant la mise en place pédagogique des techniques et spécifiquement pour les frappes au sol et la maîtrise des défenses de frappe au sol, qui est un point sur lequel on a accordé beaucoup d'importance, on a établi une pédagogie vraiment progressive pour amener le pratiquant du début de sa pratique jusqu'à son grade noir, au moment où il peut, en tout cas fin marron, début noir, au moment où il peut pratiquer en compétition les frappes au sol au visage. Un cahier technique spécifique qui l'amène à la maîtrise des formes de corps qui vont pouvoir lui permettre de défendre les différentes situations où il y a des frappes au sol. D'accord? Donc, c'est spécifique au MMA. On ne parle pas d'un programme technique où on fait de la boxe, de la lutte et du sol. Non, vraiment spécifique au MMA, adapté. Et donc, ce cursus n'est pas une accumulation de sports de combat, mais vraiment une adaptation aux exigences du MMA et surtout des situations que les pratiquants peuvent retrouver en compétition pour assurer un maximum sur leur performance, mais aussi leur sécurité. Donc, le cursus a été pensé comme ça. Donc, il y a quelques adaptations, pas mal d'adaptations par rapport à ce qui se fait dans le cursus technique IMAF, qui est très, très complet déjà, mais on a décliné, on a essayé d'utiliser les savoirs pédagogiques et notamment le DLTA, le développement à long terme de l'athlète, pour pouvoir spécifier cette pédagogie et la rendre pointue et proposer quelque chose sur tout le territoire de vraiment pointu. Voilà. Une dernière question peut-être, messieurs, qui revient de plus en plus. Comment cela se passerait-il pour les personnes qui ont déjà un statut pro, qui auraient déjà un statut pro à l'étranger, fiche Sherdog, etc., etc. Donc, il va falloir, si le statut pro est là, de toute manière, le certificat d'aptitude, lui, sera aussi à repasser. Il faut quand même, c'est comme pour la formation, on espère vraiment. En fait, le but du jeu, c'est pas de ralentir le processus. Le but du jeu, c'est de pouvoir attribuer à chacun la place qu'il mérite et la place qui est la sienne, en fait. Donc, repasser le certificat d'aptitude professionnelle lui permettra ensuite pouvoir évoluer en professionnel. La fédération, là, on est sur une activité qui a longtemps existé et qui a évolué sans cadre. Donc là, ce qui est un peu nouveau, c'est de redonner du cadre à tout ça. Mais le cadre qu'on lui redonne, c'est le cadre qui est similaire à ce qu'on retrouve sur d'autres activités sportives et d'autres activités de combat. Donc, il va falloir qu'on se rééduque et qu'on repasse aussi par tout un ensemble comme ça de validation. C'est pas quelque chose de répressif, c'est juste quelque chose qui permet de valider, d'évaluer et de valider, en fait. Donc, pour quelqu'un qui aurait déjà évolué en professionnel, le prérequis, ce serait de repasser le certificat de capacité. Voilà. Mais pareil, le certificat de capacité, c'est pas non plus un examen qui met 3 jours. C'est quelque chose qui peut être fait en 1 heure et demie, et après, c'est terminé, en fait.
Donc, si vous voulez bien, on va passer aux ateliers et la mise en place des ateliers et des groupes de travail. Là, les 3 points qui ont été précédemment évoqués, dans leurs grandes lignes, on voit il y a beaucoup de questions. On est absolument désolé de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. On espère que petit à petit, toutes ces interrogations vont se lever. On est bien sûr ouvert à toutes les suggestions et toutes les propositions. Ce qui a été proposé là, dans le sens de la structuration, comme on l'a dit, ça va reposer aussi sur une communauté forte et une communauté qui est force de proposition, comme vous l'êtes actuellement sur le chat. Donc, pour ça, on va mettre en place des groupes de travail qui seront des groupes régionaux. L'idée, c'est dans ces groupes de travail, de pouvoir travailler sur différents ateliers, donc des ateliers sur la pédagogie, sur le réglementaire, sur la gouvernance et aussi sur la structuration. On parlera d'ateliers collaboratifs et régionaux, de sorte à ce que les gens puissent être en contact assez facilement et assez fréquemment, de sorte à pouvoir faire avancer tous ces différents points qui sont encore, pour certains, à élucider et pour d'autres, à valider. On espère que dans les groupes, ce qu'on attend, nous, c'est d'avoir un ensemble de ressources, mais de ressources d'horizons divers, c'est-à-dire que les groupes ne sont pas des commissions, c'est-à-dire qu'on ne veut pas monter un groupe avec... ce serait plus riche d'avoir des groupes avec des gens issus pas uniquement de la compétition ou uniquement du médical, mais avoir des gens qui soient de différents horizons, de sorte à pouvoir échanger sur ces points. Donc, par exemple, la question qui avait été évoquée sur les frappes au sol en classe B, c'est une réflexion de groupe qui permettrait de remonter tous ces éléments-là. Pour les gens qui sont identifiés comme ayant été ou qui sont toujours des acteurs du MMA, à ce moment-là, on espère qu'ils feront partie, qu'ils constitueront eux aussi un groupe de travail capable de nous apporter comme ça aussi un certain nombre de propositions. Le but, c'est de retransférer toutes ces expériences et toutes ces acquisitions dans un pot commun, en fait, dans un savoir commun. À l'issue du séminaire, à l'issue du webinaire, vous pourrez déposer une candidature où vous pourrez mentionner votre code postal de sorte à ce qu'on puisse localiser l'endroit où vous êtes. La fonction, un petit peu comme vous l'avez fait là sur le webinaire. Et une fois qu'on aura, nous, l'ensemble de ces candidatures, on pourra créer ces groupes et on vous fera parvenir au groupe identifié des fiches ateliers. Et ces fiches ateliers vont répondre, ce sont des questions qui seront posées au groupe sur notamment les points qui ont été évoqués. La fédération, elle se charge de recueillir justement tous ces retours, de sorte à ce qu'on puisse comme ça avancer petit à petit. Merci à vous, messieurs, pour vos interventions. Un grand merci à monsieur Corchi également d'avoir pu nous accompagner dans cette présentation, présentation qui touche à sa fin. On vous avait promis bien évidemment un petit quart d'heure d'échange de questions-réponses sur des thèmes qui n'ont pas forcément été abordés, et on l'imagine que vous attendiez ce webinaire pour pouvoir poser l'ensemble des questions que vous aviez. N'hésitez pas, on va prendre encore quelques questions. Et encore une fois, la présentation sera disponible dès demain sur nos différents supports. Et vous pourrez, bien entendu, interagir, notamment sur les réseaux sociaux, pour poser vos questions et connaître l'avancée des travaux sur le site internet de la FMMAF et le Facebook de la FMMAF également. N'hésitez pas, messieurs. Alors oui, la question revient également sur la délégation en tant que telle de la discipline, savoir qu'est-ce qu'encadre la fédération dans le cadre de la délégation du MMA. J'en profite d'avoir un des conseils juridiques de la Fédération française de boxe, je crois, en ligne et qui nous écoute depuis le début. Maître Parienté, peut-être évoquer un rapide point sur la délégation octroyée à la Fédération française de boxe. Je ne sais pas, Lionel, si tu arrives à la voir. Non disponible. Bon, il nous rejoindra peut-être après. N'hésitez pas, messieurs, si vous voyez des questions. Alors, où déposer les candidatures pour intégrer les ateliers de travail? Donc, à l'issue du webinaire, vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, il y a toute l'explication. Il faudra cliquer sur un lien. Et sur ce lien, vous pourrez déposer votre candidature. Les candidatures
prioritairement attendues sont bien sûr celles de personnes qui sont déjà en charge d'un encadrement, donc quelqu'un qui donne déjà des cours ou qui est déjà en structure, ou quelqu'un qui déjà organise des manifestations et des événements, ou un arbitre ou un juge arbitre déjà en fonction. Le but du jeu, c'est d'avoir des gens qui sont déjà en exercice, en fait, pour justement qu'on puisse bénéficier de tous ces retours d'expérience. Okay. Ensuite, je vois des questions aussi par rapport aux dispositions régionales et dispositions nationales. On refera un point en janvier pour justement voir aussi le nombre de candidatures reçues, voir aussi l'activité sur le territoire. Pour l'instant, on est passé sur une répartition en 6 grandes régions. Mais si bien sûr on a un nombre suffisant de licenciés et de pratiquants, on pourra procéder par la suite à une redéfinition des régions. On est parti là sur une granularité qui n'est pas trop fine, justement pour pouvoir nous adapter dynamiquement au nombre de licenciés. Donc la question sur les premières et les prochaines organisations d'événements, à la fois amateurs et professionnels, revient beaucoup, et les conditions d'organisation, effectivement, il faut prendre en considération que l'organisation ne peut se faire sans pratiquants licenciés, sans officiels licenciés, sans structure affiliée et sans entraîneurs licenciés MMA. Donc effectivement, à partir de la rentrée, comme vous avez pu le voir sur le calendrier, les premières affiliations et les premières licences seront mises en place. Et à partir de là, effectivement, très certainement, les premières grosses organisations, et encore une fois, au regard du contexte actuel, pourraient avoir lieu fin 2020 ou début 2021. Pareil, là, le principe du webinar, on a commencé avec ce principe. On compte organiser régulièrement des webinars pour justement pouvoir présenter les points d'avancement et les états d'avancement, pour par exemple requalifier certains éléments et faire des webinars qui répondraient à une thématique. Donc, c'est-à-dire, il y aura des webinars sur les réglementaires animés par Abed Korchi. On reviendra sur un webinar avec les qualifications techniques animé notamment par Johnny Frachet. Et on va pouvoir, comme ça, au cours de la saison, rentrer en contact avec la communauté le plus fréquemment qu'on peut, et pour aussi bénéficier des retours de terrain. Ça, ce sont des choses qui sont prévues. Je vois qu'il y a des questions aussi pour les candidatures. Donc, les candidatures, vous allez recevoir un mail, comme je l'ai dit, mais sur le site fmmaf.fr, il y aura aussi la possibilité de pouvoir accéder à ce formulaire de dépôt de candidature. Le webinar est enregistré. Il sera lui aussi déposé sur le site fmmaf.fr, et toutes les questions qui ont été posées, nous on les récupère et on va pouvoir aussi proposer sur le site la réponse aux questions les plus fréquemment évoquées. Voilà. Dans le sens où vos questions ne resteront pas en suspens ou ne finiront pas dans une corbeille. Et on vous remercie encore une fois de poser de nombreuses questions. On est inondé de questions, on ne s'y attendait pas forcément. On a également des questions sur les tarifs d'affiliation et le prix des licences. Effectivement, la réflexion est en cours, et notamment avec différents assureurs pour avoir la meilleure couverture et le tarif le plus adapté aux différentes pratiques et aux différents types de licences notamment qu'on proposera. Les choses devraient évoluer dans les prochaines semaines, sachant que pour ne rien vous cacher, la situation actuelle n'a pas aidé à l'avancée de ce dossier-là. Mais encore une fois, au mois de juin, on devrait avoir l'ensemble des éléments pour vous proposer le barème des cotisations fédérales et des affiliations. J'en profite. Je vois beaucoup de questions concernant les différentes régions. Si la couverture des formations va bien s'effectuer sur les différentes régions, effectivement, c'est une des priorités. Et c'est pour ça que après cette présentation, avec l'appel à candidature, nous allons pouvoir organiser différents groupes sur toute la France pour pouvoir effectuer cette répartition dans toutes les zones de France, quoi. Donc, effectivement, les formations auront bien lieu sur tout le territoire.
L'idée étant, pour abonder dans le sens des propos de Lionel et de Johnny, on est vraiment dans une structuration et un développement en 2 temps. Encore une fois, au regard de l'inconnu qu'on peut avoir autour des prochains effectifs qui composeront les licenciés MMA, un dispositif en 2 temps, à savoir qu'il y a vraiment une période de structuration et de développement en interne et grâce aux travaux qui seront effectués lors des ateliers de travail dans les prochaines semaines. Et très certainement un second temps qui interviendra début 2021 au regard des informations et des données qu'on aura pu recueillir, notamment le nombre de licenciés et quel type de licenciés nous avons au bout de 4 mois de saison sportive. Alors, on nous pose sur la rentrée. Donc, en fait, on pense que l'organisation des compétitions, c'est ce qu'on a évoqué depuis le début, ce sera pour le dernier trimestre 2020. Donc, et pour ce qui est du planning compétitif, on ne pourra pas poser de planning compétitif ni de détermination de championnats régionaux ou championnats nationaux tant qu'on n'aura pas une idée de la volumétrie de licenciés et de compétiteurs. Donc, toutes ces choses-là sont un petit peu liées aussi justement à la réponse qu'on aura de la communauté MMA. En fait, là, les grandes lignes sont définies. Elles seront, comme on l'a dit, soumises à réflexion. Après, le travail aussi de la communauté, c'est de se mobiliser, d'être force de proposition, de pouvoir entamer comme ça tout ce travail de discussion avec la fédération notamment, pour qu'on puisse proposer des choses et avancer. Voilà. Une dernière question qui est revenue de mon côté, hein, n'hésitez pas messieurs derrière si vous souhaitez, en termes d'organisation professionnelle, donc l'objectif est de créer une licence dédiée aux organisateurs, aux structures privées, souhaitant organiser des réunions de MMA. Donc une licence spécifique sera mise en place pour ces organismes privés. J'ai vu beaucoup de questions sur la féminisation du MMA et effectivement, nous prenons en compte les combattantes et les combattants et pour toutes les formations, donc tous les acteurs et toutes les actrices et tous les acteurs du paysage du MMA français sont invités bien sûr sur ces ateliers de travail. C'est une des priorités, un des axes prioritaires de cette fédération qui est aussi développer le MMA féminin. Et surtout l'accès à au public féminin à la pratique du MMA, voilà, et aussi aux formations, surtout aux formations. Est-ce qu'éventuellement Lionel Parienté serait disponible? Non, je ne le vois pas. Messieurs, est-ce que vous avez encore étudié d'autres questions qui reviennent assez fréquemment? Concernant la validation donc des personnes qui sont déjà diplômées, etc. Donc là, comme on a pu le dire, mais je le répète, la première vague de formation sera en priorité aux pratiquants et surtout aux coachs qui sont déjà diplômés et qui ont déjà une expérience, pour qu'on puisse établir et bénéficier aussi de leur expérience en adaptant bien sûr au cursus MMA, aux spécificités du MMA et bénéficier de toute cette richesse technique et cette expérience qui existe déjà en France. Donc, bien sûr, la priorité est pour cette première vague de formation et aux coachs qui sont déjà expérimentés, avec lesquels on va pouvoir travailler pour le développement futur, des prochaines échéances, etc. Après, on a des questions aussi par rapport aux autres fédérations qui proposeraient ou qui proposent du MMA. Et la question est posée sur la position de la fédération de boxe par rapport à cela. Donc, l'intervenant qu'on voulait mettre sur scène, c'était Lionel Parienté, qui est l'avocat de la fédération, avocat au barreau de Paris. Et effectivement, on voulait aussi rappeler que la délégation du MMA avait été attribuée uniquement à la fédération de boxe, en fait. Donc, la proposition, aussi bien des compétitions, mais les règles techniques de sécurité, tout ça, ça revient uniquement à la fédération de boxe et elle est la seule fédération à pouvoir aujourd'hui proposer l'activité MMA, en fait. Elle est la seule à pouvoir la réglementer, l'organiser,
la structurer, et tout ça dans un but de protection aussi de l'activité. Donc, c'est l'objet de la délégation qui a été attribuée à la Fédération française de boxe par le ministère des Sports, entre autres de définir les règles techniques et administratives propres à la discipline. Donc l'idée étant qu'une fédération ou une autre discipline ne peut utiliser, sans le consentement de la Fédération française de boxe qui est délégataire, ne peut utiliser l'appellation MMA, Mixed Martial Arts ou arts martiaux mixtes, et encore moins proposer, sans l'aval de la fédération délégataire, la pratique de cette discipline, quelle qu'elle soit. Messieurs, je vous propose de clôturer après 1h15. On a dépassé un petit peu le temps, mais les échanges étaient, je le pense, fructueux. Je vous remercie. Merci aux intervenants, Johnny, Lionel et Ahmed. Merci à Jérémy, également au niveau du service communication, qui a pu répondre à quelques-unes de vos questions, mais on a été inondé de questions, et encore une fois, on vous fera un retour. On fera très certainement une foire aux questions dans les prochains jours qui sera disponible sur le site internet fmmaf.fr pour répondre aux questions qu'on aurait pu oublier. Merci à vous d'avoir assisté à cette présentation. Vous étiez plus de 200, voire même un pic à 300 pendant la présentation. Ça nous conforte dans l'esprit qu'il y a beaucoup d'attentes, et on essaie d'y répondre au mieux. La fédération prend à cœur ce projet de développement et de structuration. Donc, rendez-vous lors des prochains ateliers de travail. N'hésitez pas à regarder votre boîte mail dès demain. Vous devriez recevoir le lien qui vous renvoie vers l'inscription aux ateliers de travail, et également vous rendre sur les différents supports de communication. Donc, encore une fois, le Facebook et le site internet de la FMMAF. D'ici là, portez-vous tous bien, et encore une fois, on vous tiendra informé des avancées rapidement. Merci à tous.